Alors, comment je fais Donc, oui, il y en a quelques-uns dans cette salle qui m'ont déjà entendu 2 heures sur ma vie et mon œuvre. Et donc, je ne vais pas recommencer, mais en effet, je suis née au Lilas. J'ai grandi au Pré-Saint-Gervais et j'habite ici. Et ma maman est née juste à côté. Et en effet, quand j'étais petite, elle me racontait toujours les bidonvilles de Montreuil, qu'elle a très très bien connues. Et puis que moi, en fait, moi, à la place de tout ça, il y a ce qu'on appelle le bas Montreuil maintenant, qui est peut-être un des quartiers les plus chers de Montreuil. Quand elle était petite, c'était des baraques avec des gens qui habitaient dedans. Et voilà. Donc j'ai grandi en sachant qu'ici, il y avait eu autre chose avant. Et puis moi, quand je suis arrivée à Montreuil, je suis partie. Je ne vais pas la refaire. Hein. Mais je suis venue habiter ici pour la pluridisciplinarité sociale. C'est ça dont j'ai besoin dans ma vie. J'aime ça. J'ai grandi en ayant l'amour de l'autre. On m'a appris ça avant toute chose. Et puisqu'on me l'a appris sans que je m'en aperçoive, en fait, c'est ancré en moi. Et aussi, je m'aperçois que j'ai grandi aussi dans un camping-car l'été. Mes parents, ils économisaient toute l'année l'argent pour partir en vacances. Et on partait 2 mois et demi sur les routes. Et moi, je me sens plus à l'aise sur les routes qu'accrochée à un endroit précis. Voilà. Donc, quand je suis arrivée ici, je me suis dit, tiens, c'est marrant, moi je dessine. J'aimerais bien dessiner ma ville, donc je dessinais ma ville, donc c'était ici. Et je voulais absolument dessiner tout ce qui ressemblait, tout ce qui caractérisait Montreuil avec sa pluridisciplinarité et sa richesse. Ce qu'on appelle les tziganes, on va le faire comme ça, tu expliqueras, font partie de l'histoire de Montreuil depuis 1000 ans. Donc moi je voulais absolument rentrer dans un campement, puis j'y arrivais pas. J'ai dessiné dehors, ça s'est su, etc. Mais moi, ma grande envie, c'était d'aller voir à l'intérieur, parce que les gens parlent, ce que Nicolas vient de vous expliquer. Et puis, ils parlent sans savoir, ils parlent parce qu'on leur a dit à la télé, ils parlent parce qu'ils ont entendu dire qu'ils ont entendu dire. Donc, vous savez que les choses se déforment très, 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 très vite. Et moi, j'aime pas ça. Donc, moi, je suis allée voir. Donc, je suis rentrée dans un campement qui s'appelle le 170 rue de Rosny. Qui est cette adresse-là, et je suis rentrée là-bas parce qu'il y avait une chambre d'hôte, et j'ai dormi là-bas avec eux, et en fait j'étais partie pour 2 fois 3 nuits, et j'y suis restée 2 ans par intermittence, et j'y vais encore, mais je dors plus là-bas, mais j'aime bien aller là-bas, je suis bien là. Donc en fait, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai montré où ils vivent. Vous savez, vous voyez à peu près comment ils sont les Roms, hein. Physiquement vous les connaissez, mais de là à savoir comment ils vivent, moi... je suis comme vous, je ne savais pas, donc je suis plutôt parler, donc je suis allée voir. Et ma façon de dire, c'est de dessiner. Donc voilà. Wow. Tu peux appuyer avec la flèche là, et ça descend. Celui-là? Ouais, la petite flèche là. On le voit, on essaye, tu vas voir. Voilà. Donc ça, je vous ai mis ça avant, vous savez ce que c'est? Les murs à pêche. Donc ça, c'est tout. Montreuil était couvert de ça, il en reste très 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 peu. Et en piteux état. D'ailleurs, il y en a plein loin d'ici. Voilà, c'est tout. C'était juste pour vous rappeler dans votre tête voilà, d'autres sortes. Ça, c'est quand c'est entier. Montreuil était couverte. Voilà. Donc là, c'est la rue de Rosny. Vous connaissez bien Montreuil? Là, c'est la sortie de ce qu'on appelle la petite autoroute. Et puis la rue Paul Signac qui va au commissariat de police. Voilà. Et en fait, eux, ils sont installés sur cette parcelle-là. Là, c'est la rue Saint-Antoine. La rue Saint-Antoine, elle est coupée en 2 par la petite autoroute. Et en fait, ils sont là, on leur autorise là, ça fait jurisprudence, ils ont le droit d'occuper ce terrain, c'est reconductible tous les ans. Et en fait, c'est reconductible tous les ans jusqu'à ce qu'il y ait le tramway. Donc le tramway, moi, ça fait 18 ans que j'habite à Montreuil. Il devait arriver dans 6 mois, tous les 6 mois, il doit arriver. Il n'est pas là, donc ils sont encore là. Et ils savent très bien qu'ils vont devoir partir un jour. Et donc, en fait, voilà, vous savez lire les plans? Ah oui, je suis architecte d'intérieur et graphiste. Donc moi j'aime les plans. Et donc ils sont installés en bande. Vous allez voir, vas-y parce que si on a voilà, ça c'est ce que vous voyez. En fait, vu de dehors, ils sont là, il y a des petites cheminées qui fument. Et si vous n'osez pas, vous voyez que ça, puis pas vous, mais les gens parlent. Ils ont que ça comme indice. Et ça fait peu. Juste il y a un truc qui est, comme tout le monde, c'est tagué ici le mot arnaque. Donc c'est la seule chose que vous voyez de dehors. Voilà. Donc voilà, après on s'approche, il y a juste marqué propriété privée, ça leur fait plaisir. Je vais vite parce que
On a dit une demi-heure, après une demi-heure, après 1 heure pour vous nous poser des questions. Et puis on entre. Alors avant d'entrer véritablement là, dans le campement, il y a d'abord un grand terrain qui sert de parking, de jeu pour les enfants et de fameux lieux de stockage pour la ferraille. La ferraille, en fait, c'est nos poubelles qui regorgent de choses dont on ne veut plus. Donc où est le problème? Pour moi, il n'y en a pas. Et ceci dit, ils gagnent de l'argent grâce à ça, un tout petit peu d'argent. Je ne sais pas le cours d'aujourd'hui, mais il y a 2 ans, c'était 14 centimes le kilo. Donc ça fait 140 € la tonne. 140 € la tonne, je vous dis ça parce qu'ils revendent par tonne et qu'ils sont 35 derrière ce mur et ils se partagent cet argent 1 fois par semaine. Donc 35, vous voyez, divisé 140 par 35, il ne reste pas grand-chose. Voilà, et on entre. Donc, vous voyez, en fait, je vais aller vite, mais c'est toujours... alors oui, c'est mon regard de gadjo. Donc moi, je suis une gadjo, une gadji même, parce que je suis au singulier. Et ça veut dire que je suis comme vous, je suis pas de la communauté tzigane. J'y connais rien, j'ai ouvert les yeux et j'ai essayé de comprendre. Donc, en fait, les maisons, les baraques, donc ça s'appelle des baraques, et c'est pas péjoratif, ils sont toujours alignés en ligne, ils sont toujours comme ça en ligne, côte à côte. Et en fait, je suis allée en Roumanie avant de rentrer dans ce campement. Et dans les villages, dans la campagne, les villages, ça s'appelle des villages-rues. Les villages-rues, ça veut dire que les maisons longent la rue, sont perpendiculaires. Et en fait, très bizarrement, quand vous voyez au bord de l'autoroute, du train, etc., vous voyez qu'ils sont toujours en ligne. Nous, on mettrait les maisons n'importe comment, peut-être. Bah, eux, en fait, spontanément, ils reproduisent l'habitat que moi j'ai découvert en Roumanie. Voilà, donc là, je vous en mets plein. On les voit, il y a toujours des baraques d'un côté, un espace dégagé, et il va y avoir des baraques plus loin. Alors, devant les baraques, il y a alors, évidemment, c'est pas le grand luxe, je me permets de le dire. L'hiver, donc on est à même la terre, l'hiver, c'est de la boue, l'été, c'est de la poussière, sauf qu'en fait, ces gens-là adorent être très, 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 très propres, qui n'aiment pas une maison propre. Donc, il y a plein de tapis devant pour frotter ses pieds, pour essuyer, et dès que c'est sale, on le jette. On n'est pas du tout, on ne garde pas, nous, notre paillasson, on va le secouer, on va essayer de le conserver. Eux, s'il est fini, il est fini. C'est pas grave, c'est qu'un objet. Donc, ça relativise beaucoup les choses. Donc voilà, il y a de la terre, il y avait une baraque là, là on était là avant, c'est la vie. Il fait froid, c'est l'hiver, on se plaint pas. On se plaint pas. Voilà, d'autres. Et vous voyez, même quand on stocke du matériel, on stocke contre les murs. On ne stocke pas en plein milieu comme ça. Et dans les baraques, vous allez voir que c'est exactement pareil. Alors, ils sont au milieu des murs à pêche, ils savent que c'est classé, et ils essayent de les entretenir, de les conserver en état. Sauf qu'en fait, ils les retiennent, mais vous voyez, ça c'est des parpaings. Vous savez, les parpaings pour construire la maison. Mais en fait, eux, ils n'ont pas discerné qu'en fait, ça c'est ce qui est classé, ça c'est ce qui n'est pas classé. Mais ils le retiennent quand même, parce qu'ils savent que c'est le patrimoine montreuillois. C'est touchant. Donc voilà. Des baraques les unes à côté des autres. Moi j'habitais dans cette baraque ici, on va l'apercevoir après. Vous voyez que c'est fait de plein de choses que nous on jette, vous allez voir aussi que c'est pas bien grand, mais voilà. Et voilà, voilà, un autre. Il y a toujours des cordes à linge, le linge sèche en permanence l'après-midi, je vais vous raconter. Les murs à pêche, à un moment, donc il y a des murs parallèles, puis il y a des tout petits passages comme ça où on passe d'une parcelle à l'autre. Et évidemment, tout est... Alors, ils ont eu une convention, il n'y a pas longtemps, ils ont appris à reconstruire les murs à pêche. Donc là, ce mur, depuis, en fait, tout change en permanence. Ce mur-là est entier maintenant. Ils l'ont appris pour essayer d'avoir un travail qui apporte à Montreuil. Donc eux, ils savent refaire les murs à pêche. Voilà, donc là, on repasse aussi. Alors, ils ont une caravane. C'est très bizarre, mais parce qu'eux habitent en baraque et pas en caravane. Une caravane, c'est, si on fait des stéréotypes, c'est les gitans. Mais on leur a offert. Alors ils l'ont accepté à une seule condition, c'est qu'on leur offre les papiers avec, qu'on leur donne les papiers, pour pas être traités de voleurs à cause de tous ces satanés préjugés qu'ils ont derrière eux. Et donc ils habitent dans une caravane. Vous allez voir un peu plus loin qu'ils ne ferment pas très très bien quand même. Voilà, un autre passage avec des petits tapis, il y a toujours des tapis, des végos, vous allez voir qu'il y a beaucoup de frigos, mais en fait les frigos ils ne sont pas branchés. C'est comme ce placard, en fait, c'est pour mettre la nourriture hermétique pour pas que ce soit abîmé avec le temps, etc. Il y avait un piano, ça c'est chez moi. Là, il y a un piano. Le piano, évidemment, les enfants s'amusaient à appuyer dessus, mais il n'y avait rien qui sortait, mais ça leur permettait de croire qu'il y avait de la musique, ils chantaient, ils dansaient.
et a fini en découpé pour le feu. Mais ils ne savent pas non plus, comme beaucoup de choses, à chaque fois je demandais mais d'où vient le piano? On ne sait pas. Bon, on ne sait jamais. Alors voilà, donc donc ils sont cette famille-là, c'est une seule famille. Donc il y a une maman, ses 5 enfants, ses 5 garçons, ses filles, et les garçons, quand une femme se marie, elle va chez le mari. Donc ils habitent là. Donc donc il y a la grand-mère, les fils, leurs femmes et leurs enfants respectifs. Les filles qui sont là, de cette dame, c'est parce qu'elles ne sont pas encore mariées, sinon elles vont partir. Donc, ils étaient agriculteurs en Roumanie, et ils ont cette chance d'être sur parcellaire agricole, du nord à pêche, et ils ont des fruits et des légumes, et ils sont autonomes en fruits et en légumes, donc ils ont ce qu'il faut, vous allez voir, ça pousse. Là, c'est les fruits, voilà, ça c'est les fruits, c'est le printemps qui s'ouvre. Et alors, à chaque fois, on est dans le campement, en plein milieu de Montreuil. On ne vit pas avec Montreuil vraiment, parce qu'en fait, ils sont comme... non, pas comme... Ils ont un peu peur des regards, et ils vivent un peu en autarcie entre eux, parce que ça les rassure. Et très bizarrement, à chaque fois, on voit, là, c'est Mosinor, on voit toujours la ville autour, mais on a l'impression qu'ils ne vivent pas avec cette ville, parce qu'ils ne se sentent pas acceptés. C'est mes ressentis. Et ça, c'est donc la même parcelle dans l'autre sens, la nuit, on se sent bien seul. Autour, il y a des voisins, il y a de la lumière, nous, on n'en a pas. Mais on est quand même dans cette ville-là. Voilà. Alors ça, c'est un laurier. On va le voir, vous allez peut-être le repérer sur les autres dessins. Moi, je l'appelais la tour Eiffel. Il est en plein milieu du terrain. Il y a un grand laurier comme ça. Alors, il y a ce laurier, mais on ne sait pas très bien, mais il y a plein d'objets dessus. Il y a une seule basket parce qu'elle a été lavée, qu'elle sèche. Un vieux balai de la ville de Paris, mais qui a explosé. Il faut savoir que tout est récupéré, donc le balai de Paris n'est jamais entier. Et un escabeau, on ne sait jamais bien, une cloche de vache. Je leur ai demandé pourquoi une cloche de vache, ils ne savent pas non plus. Mais de temps en temps, il y a un enfant qui s'amuse à craquer la cloche. Et en fait, on tourne toujours autour de ce laurier. Voilà, et alors ça, c'est mon premier dessin quand je suis arrivée. J'ai dessiné ça, c'est le potager avec des choux. Donc le chou, vous savez, c'est un des aliments de base. On fait du chou farci quand c'est la fête. Peut-être pas quand c'est la fête, mais quand même quand c'est la fête. Et en fait, j'ai dessiné ce champ, ces choux, et en fait, je mets 4 heures à faire ça, et quand je dessinais, il y a une des dames qui est venue couper un chou. Je me suis dit, mince, bon, ça se voit pas, hein, mais en fait, c'est le début de ce que j'allais voir pendant 2 ans. En fait, tout change en permanence. Donc là, un jour, il y a des choux, demain, il y a autre chose, il y a une table qui est à gauche, là, demain, elle est à droite, après-demain, elle est sur le tas de la poubelle. C'est pas grave, les objets, franchement, c'est pas grave. Nous, on est en bonne santé, on est ensemble, c'est tout. Voilà, donc ça c'est un autre jour. Là, il y a les oignons, les patates. Vous voyez que les murs à pêche, ils sont en piteux état, c'est chez moi. Et puis derrière, il y a la construction du lycée Séveria Evora. Et ça, c'est un truc génial. C'est la Wi-Fi. Donc, en fait, il y a eu l'hôtel qui a été construit par 2 Suisses allemands qui font ça dans des campements qui ont envie d'accueillir des hôtels et des chambres d'hôtes. Et en fait, ils ont aussi créé un truc avec la Wi-Fi. Ne me demandez pas comment ça marche, mais je sais seulement que c'est un grand mât avec une boîte de conserve en haut et censé accueillir la Wi-Fi grâce à l'électricité de Mosinor. Alors, donc ça marchait, soi-disant. Et il y a un petit garçon, Zouzou, qui vient me voir et il me dit, Sandrine, est-ce que tu as Facebook? Oui. Donc il me dit, demain, je t'invite. Je dis, ok, super. Et je lui dis, mais est-ce que tu as un ordinateur? Bah non, mais j'ai la Wi-Fi. Il a cru qu'avec grâce à ça, il allait pouvoir avoir Internet, mais il avait oublié l'objet. Donc voilà, commencer une baraque, c'est comme ça, c'est toujours une seule maison. Il y a souvent bien qu'une porte et une fenêtre. Un toit monopente, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une sens de pente, qui est toujours plus bas à l'arrière qu'à l'avant pour ne pas se prendre la pluie sur la tête en sortant. Et un paillasson, et toujours de quoi nettoyer pas loin à portée de main. Voilà. Vous voyez que c'est de la récup, hein. Ça, on était dans cette baraque-là, là on est à côté. Donc ce campement il est un peu spécial parce qu'il, comme il est légal parce qu'ils sont donc là ils étaient 50 et 18 baraques et ils ne s'étalent pas, comme ce qu'on voit justement sur le bord des autoroutes, quand il y en a un qui arrive, tout le monde arrive. Eux ils se sont engagés à ne jamais grossir. Donc en fait, ils ont plus d'espace que dans les campements franchement illégaux. Donc ils se sont fait tous une toute petite extension, comme nous peut-être on a un grenier ou une cave. Et du coup, à chaque fois, ils ont ce petit bout raccordé à la maison où ils font sécher le linge, où ils stockent à manger, où ils stockent leur vélo, etc. Donc c'est l'extension de la baraque.
Alors la baraque d'à côté, alors elle a un grand luxe, elle a hérité d'un auvent qui en fait faisait partie d'une grande structure qui a été construite pour un mariage, et il a gardé ça. Et en fait, j'étais invitée aussi au mariage, aux anniversaires, tout ça. Et après, on retrouve exactement devant les baraques ce que moi j'ai découvert en Roumanie, c'est-à-dire que souvent il y a des bancs devant les maisons et les gens s'arrêtent et discutent. Et en fait, ils reproduisent exactement avec ce qu'ils trouvent cette forme d'habitat. Voilà. Donc voilà, c'est la caravane qui ferme pas très bien la nuit. Vous voyez, il y a la lumière qui passe dans la porte. Ça va comme ça? Des extensions, des entre-baraques. Ouais, putain. Voilà, une autre baraque. Il y a toujours le siège qui est pas loin pour s'asseoir, le frigo pour stocker. Voilà. Voilà, entre. Là, c'est devenu une extension de la cuisine avec le frigo qui ferme à clé, qui ferme hermétique. Voilà. Voilà. Ça, c'est les passages, les murs à pêche qui sont en ruine. Et le frigo qui sert de placard. Donc là, je voulais absolument dessiner ce frigo. J'avais pas eu le temps, et parce que j'aimais la salade qui se raccordait avec le lierre. Et ils ont été très gentils, ils se sont retenus de manger la salade le soir exprès pour que je la retrouve le lendemain matin. Donc je me suis empressée pour pas que la salade faille. Voilà. Et alors ça, c'est chez moi. Je montre pas vraiment chez moi parce que chez moi c'est derrière la porte. Et vous savez, c'est comme une chambre d'hôtel en fait. C'est pas révélateur d'une chambre que vous avez chez vous. C'est spécial. Donc je montre pas derrière. Mais ça, c'est mon extension à moi. C'était ma terrasse. Et donc vous voyez qu'il n'y a rien au centre si ce n'est pour m'essuyer les pieds avant de rentrer. Voilà. L'objet de base autour duquel on construit une baraque, c'est le poêle. S'il n'y a pas le poêle, il n'y a pas le chauffage, il n'y a pas la nourriture et il n'y a pas l'eau chaude pour se laver. Donc cet objet est primordial. Ces gens-là, les tourards, c'est leur métier. Donc ils sont tout contents parce qu'à chaque fois qu'on rentre dans une baraque, ils disent que c'est eux qui ont fait leur poêle. Voilà, donc voilà. Alors après, on rentre dans les maisons. Donc c'est cette chance-là, à la limite, voir les baraques, c'est même encore à peu près facile, mais rentrer dedans, c'est un très grand privilège. Parfois même me confier les clés. C'est dire la confiance qu'on avait envers moi. Donc là, on est exactement à la même période qu'aujourd'hui. Pourquoi je peux vous dire ça ou pourquoi vous pouvez vous en apercevoir? T'as quoi? Une télé? Il y a une télé? Non, il y a un truc là. Il y a du muguet. C'est ça que t'as dit? Non, non, il y a le muguet. Donc on est exactement il y a quelques années à la même période. Et donc en fait, vous voyez, il n'y a rien au centre. Il y a toujours tout en pourtour. Et en fait, il y a un truc qui est super surprenant, c'est que donc il sort tout, il re-rentre tout chaque jour. Donc, il nettoie tout, il re-rentre. Tout est donc bien propre, hein, contrairement à ce qu'on pourrait bien nous faire croire. Et alors, c'est un truc qui est surprenant, c'est que même les draps, les couettes, ils les roulent et ils les mettent contre la paroi. Nous, on les met sur le lit à bien plat, mais eux, ça devient un canapé en fait dans la journée. Donc en fait, ça c'est une des choses, à mon avis, les plus surprenantes que j'ai découvertes. C'est que en fait, ça a encore une autre fonction avec peu de choses. Et sous le lit, on voit qu'il y a des valises. Vous allez voir que souvent, il y a des sacs, ce qu'on appelle patis. Faut que j'arrête? Ouais. Et les sacs, en fait, c'est leurs armoires. Vous voyez qu'il n'y a pas d'armoire. Et ils rentrent tous leurs vêtements sous le lit dans des sacs. Et c'est souvent ce que vous voyez dans des expulsions. Ils attrapent les sacs et leurs enfants et puis ils sortent. En fait, ils attrapent ce qu'ils ont sous leur lit. Maximum un par personne. Hein. Faut pas charrier non plus, pas trop de choses. Hein. Le poêle, voilà. Donc vous voyez, c'est toujours la même physionomie. Là, avant la baraque, c'était 2. Là aussi, c'est 2. C'est toute petite. Et voilà. Le papier peint, il n'y a pas de colle, donc on met avec des petites baguettes. On a toujours des choses dehors aussi stockées, etc. Vas-y, Nicolas, vas-y. Voilà, là, on est 15 en fait dans cette maison. J'ai oublié de préciser qu'en fait, j'avais eu le droit de dessiner dans ce campement parce que je m'étais engagée à dessiner personne et qu'ils n'étaient pas du tout partants pour que je les dessine parce qu'ils ne savent pas de quoi va devenir leur image. Ils n'aiment pas qu'on la véhicule comme ça, c'est pas des objets de foire. Et du coup, ils m'ont dit que ils étaient vraiment d'accord s'ils apparaissaient pas. Au bout de 2 ans, ils m'ont demandé à les mettre. Je lui ai dit, bon là, on va finir déjà ce qui a commencé, puis on verra un autre jour. Et je me suis juste permise de mettre Maria, qui est la grand-mère, la doyenne du campement. Donc là, il y a 5 personnes qui dorment, donc 1, 2, 3, 4, 5, en perpendiculaire. Inutile de vous préciser que la télé ne marche pas, ou elle n'a que 2 couleurs, parce que c'est la vôtre qui est usée et qui vient de la rue. Donc si vous l'avez mis dans la rue, c'est qu'elle a un problème. Mais l'ordinateur ne marche pas, il permettait juste d'écouter la musique. Et les lits sont très hauts, parce qu'en fait, justement, il y a ces sacs, et c'est pas vraiment des lits, c'est des planches avec un matelas et des parpaings en dessous.
Voilà. Voilà. Là, c'est très rare, il y a une table. Il y a ça. Vous voyez les draps dans la journée. Et puis les murs sont recouverts de plein de choses pour pouvoir essayer de s'isoler. C'est comme le sol, en fait, il y a plein de lino, plein de moquettes, plein de tapis, parce que c'est la terre, en fait, en dessous, il n'y a rien d'autre. Et voilà. Donc, voilà. Donc dans cette baraque, vous allez voir, il y a deux images côte à côte qui suivent. Ils sont 7. Donc il y a la tente ici. Et dans l'autre lit là-bas, tu essayes de faire la photo d'après. Là, moi je fais d'après. Voilà. Non, là, il y a la maman, 3 enfants perpendiculaires. Et hop, on vient. Ouais, non. Reprends l'autre flash. Non, remonte. Non, passez là. Voilà. En fait, pas fait descendre, c'est pas grave. Mais du coup, donc la maman, les 3 enfants, son mari, la mère du mari, donc ça veut dire la grand-mère, hein, et la sœur du mari. Donc, je vous laisse imaginer l'ambiance. Moi, je ne vivrai pas comme ça. Et les photos d'école des enfants aussi. Tous les enfants dans ce campement vont à l'école. Et il y a 2 choses primordiales qu'on voit bien là. Il y a du soda, parce que quand on rentre chez quelqu'un, de toute façon, on nous tend quelque chose comme un cadeau, c'est à boire. Donc la bouteille de soda n'est jamais rentrée. Et de l'huile, parce que ça, c'est fondamental dans la nourriture. J'avais pas la même silhouette en sortant qu'aujourd'hui, parce qu'ils m'ont invité à manger pendant 2 ans. Et en fait, par exemple, une côte de porc, pour ceux qui mangent du porc, en fait, le porc, c'est très 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 gras. Donc avant de cuire du porc, nous, on fait chauffer une poêle, on met une côte de porc ou d'autres choses, puis on la pchit comme ça. Hein. Bah eux, en fait, ils renversent ça d'huile, ils mettent la côte de porc, et puis ça grossit, on mange le porc, c'est vrai. Et on n'oublie surtout pas un truc, c'est qu'on a ramené 5 baguettes pour éponger tout l'huile, parce qu'en fait, c'est bien ça qu'on va manger, parce que ça coûte pas cher. D'accord ? Oh là, t'imagines à quoi je ressemblais ? Mais tu sais, on dit pas non, parce que d'abord, c'est juste un bonheur de partager ce moment-là, que c'est un cadeau, c'est le cadeau qu'ils te font par jour, et que, en fait, tu sais quoi ? C'est super bon. Voilà. Donc après, donc ça c'est une autre baraque. Alors là, tu vas faire la même chose, Nicolas, regardez bien. Et celle d'après. D'après ou d'avant ? D'après, voilà. Et bien, les deux là, on est exactement au même endroit, mais à 1 an d'écart. J'ai dessiné la même vue. C'est pour vous expliquer qu'en fait, tout est sorti tous les jours, tout est re-rentré tous les jours. Et donc en fait, les choses évidemment sont de la rue, donc elles s'abîment, etc., elles se cassent, donc tout est jeté au fur et à mesure et on remplace. Et c'est pas grave, ça ressemble à autre chose au fur et à mesure. Et du coup, vous voyez, et là ils sont 7 personnes à vivre là. Donc même le poêle, si vous avez fait, c'est même pas le jeu des 7 erreurs, hein, il y a bien plus. Vous voyez le trou dans le plafond, dans le toit, il est plus bon parce que ça a même été changé. Voilà. Et ils sont arrivés à créer un 2 pièces qui est très très rare. Après, voilà, donc ça c'est avant de repartir, vous voyez, voilà, c'est une vue. Je vais devoir partir à un moment ou à un autre. Le projet va s'arrêter, on va dire. Mais je ne pars pas vraiment. C'est la même vue, mais vous voyez, ça c'était avant. Il y avait une école. Ici, on ne voit pas bien parce que c'est... bon, voilà. Mais il y a un récupérateur d'eau où ils se lavent, ils lavent les chaussures, etc. Ça fait partie, c'est des gens qui savent recycler, même l'eau. Et voilà. Et alors, vous vous rappelez, quand on est arrivé, il y avait un mot qui s'appelait arnaque sur le mur. Et bien, quand on part, en fait, il y a le mot marqué amour. Ben, le mot arnaque, on ne le voit jamais, en fait. Mais on retient très bien le mot amour parce que c'est tout ce dont on a envie de se souvenir. Ces gens-là vous donnent sans compter, bien plus que sûrement beaucoup de gens que vous connaissez. Donc les préjugés, n'en ayez jamais et allez voir les gens. Donc voilà, alors après, j'ai quand même demandé, donc là tu peux appuyer, j'ai quand même demandé si on pouvait faire une photo avec moi. Et voilà, donc il n'y a pas tout le monde, mais il y a quand même un noyau dur. Et voilà, donc ça c'est Maria. Voilà, vous voyez cette dame là ? Est-ce que vous savez donner l'âge aux gens ? Quel âge vous diriez qu'elle a cette dame ? 80. Voilà. Combien ça alors ? 80. Et bien cette dame, elle a 54 ans. Voilà. Donc la rue, c'est très 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 dur. C'est sans pitié. Et ça se voit sur les visages. Voilà. Les gens sont... Là, lui, il n'a pas 30 ans. Vous voyez ? Je ne sais pas si vous avez une notion. Quelqu'un qui aurait votre âge, c'est quelqu'un qui est comme ça. Encore, ouais. Elle avait 15 ans. D'accord ? Lui, il a 20 ans. Voilà. C'est pour que vous compreniez, en fait. Nous, on dort au chaud.
on a de l'eau, on a les toilettes. C'est des choses où on ne se pose même pas cette question. Hein. Voilà. Vas-y, vas-y. Et alors après, en fait, un jour, moi, le premier dessin que j'ai fait, c'est celui-là. C'est celui-là où j'ai essayé de rentrer derrière dans un campement. Et puis, quand j'ai dessiné ce dessin, Liliana sourit, mais vous allez vite comprendre pourquoi. En fait, j'étais un peu intimidée, je ne comprenais pas comment ça se passait. Et je dessinais. Bon, 4 heures donc. Et d'abord, les gens ne m'ont pas vu, puis ils ont repéré quand même, je ne bouge pas moi. Donc, ils m'ont envoyé les petits-enfants pour comprendre ce qui se passait. Donc, j'expliquais, je laissais toucher exactement, j'expliquais comment marche l'aquarelle, etc. Et puis après, ils m'envoyaient les enfants plus grands, puis les ados, et les mamans. Puis je voyais bien qu'ils allaient le dire au papa. Puis ils ont fini par arriver, les papas. Et tout le monde regardait, et en fait, ils voyaient bien qu'il n'y avait personne. Et c'est ça qui leur faisait plaisir, en fait. Ils n'étaient pas dessus. Et donc, en fait, derrière, là, il y avait Liliana, en fait, et moi, je la connaissais pas. Voilà. Donc, après, je suis retournée. Et là, j'ai fait la connaissance de Liliana, donc vous allez voir où j'ai connu Liliana. Donc voilà, ça c'était contrairement à l'autre campement, qui est un campement de gens qui s'organisent seuls, ça c'était un campement organisé par la mairie. Comme ça, après, quand Liliana va vous expliquer, vous allez le voir un peu. Et en fait, c'était... je te laisse expliquer. C'est une mousse, tout ça. Mais, en fait, c'est des familles qui sont autorisées à vivre là, hébergées pendant un certain temps. Liliana, je te laisserai expliquer. Et du coup, voilà. Donc moi, je suis rentrée et ils vivaient dans le caravane, mais c'est vraiment provisoire. Voilà, donc c'est pareil, vous voyez, le antre qu'ils connaissaient ailleurs, eux aussi le reconstruisaient, malgré le fait que la mairie ne veuille pas qu'il y ait des choses en plus des caravanes, ils remettaient toujours des auvents, et en fait, quand je faisais par exemple ce dessin-là, j'ai dû arrêter je ne sais combien de fois, parce qu'évidemment, on m'a offert beaucoup de café, et puis je suis allée faire les devoirs, et puis je suis allée remplir des papiers pour l'école, et puis je me posais pas la question si j'étais en retard ou pas en retard, j'étais chez les gens. Donc, je n'étais pas là pour aider, mais je ne me pose même pas cette question-là. On me demande d'aller remplir un papier, je vais remplir un papier. Donc voilà, et à la fin, on m'a même fait rentrer aussi dans ces fameuses caravanes. Donc c'est comme ailleurs, d'ailleurs il y a déjà l'huile, je l'avais bien repéré, l'huile elle est un peu partout. Voilà. Et ils étaient désolés parce qu'en fait j'avais repéré que c'était pas très bien lavé. Et la fille après elle a tout lavé pour que le prochain dessin, si il n'y a plus encore l'huile qui est collée. Elle était désolée, voilà. Puis ça c'est vraiment le dernier dessin où je parte. Donc, voilà. Même chez eux, après, dans la rue, ils me reconnaissaient, ça me faisait plaisir. Voilà, c'était un petit peu mon petit voyage au bout de la rue. Donc moi, je suis Liliana Christache, je suis arrivée en France en 2004. Pourquoi je suis partie de mon pays ? Je suis partie parce que c'était difficile. Dans un premier temps, c'était difficile parce que j'étais rom. Et donc mon origine me posait des problèmes. Ma culture, mes coutumes me posaient des problèmes pour trouver du travail. Donc c'était très difficile. Mais en fait, j'avais réussi en 2004, j'avais réussi à trouver un boulot en Roumanie. C'était un truc exceptionnel dans notre communauté. C'était un truc énorme. Parce que la plupart des femmes, c'est bon ? Pas trop proche du... Ok. Donc la plupart des femmes ne travaillaient pas dans notre communauté. Il n'y avait que les maris qui essayaient de trouver de boulot à droite à gauche pour pouvoir s'en sortir. Et donc, moi, c'est ce que j'avais trouvé ce jour. C'était un truc tout nouveau pour notre communauté, pour mes cousines, pour mes amis, pour mes sœurs, pour mes frères, pour toute ma famille. Et je me suis dit, même si les gens de ma communauté vont me regarder bizarrement parce que j'avais fait un changement en fait de vie, parce que je devais me réveiller à 6 h du matin pour aller au travail, être dans l'entreprise, travailler comme toutes les gadgets. Nous on appelle les gadgets tout c'est ce qui n'est pas rond. Et donc ça a été très difficile parce que je n'ai pas pu rester plus de 3 mois dans ce métier. Car j'avais caché mes origines, j'avais caché ma culture, j'avais pris des pantalons sur moi, j'avais enlevé le foulard pour ne pas montrer que je suis tzigane. Et le jour quand on a découvert que je suis tzigane, le regard des amis, des collègues de l'entreprise, alors qu'on était plus de 300 salariés dans l'entreprise, ça a été très très violent pour moi. Ça m'a blessé beaucoup.
Et donc j'ai décidé de quitter l'entreprise. Je n'ai même pas je n'ai même pas retourné pour prendre ma dernière paye. Justement parce que je n'avais pas envie de ressentir cette violence que j'avais reçue de la part de mes collègues en découvrant que j'ai été Rome et que je n'avais rien à faire dans cette entreprise. Donc tout le monde cachait leur sac, tout le monde se méfiait de moi. Dans la pause, à l'époque j'ai fumé beaucoup et donc je me faisais beaucoup de pauses. Avant, je me suis fait beaucoup de copines. Avec des collègues, on sortait en pause pour fumer, pour prendre un café ensemble. Et tout d'un coup, ce n'était plus le cas. Donc je me retrouve entre 300 et quelques salariés, toute seule dans un coin. Personne ne veut plus me parler. Tout le monde se méfie de moi. Et c'était très, très difficile. Et là, finalement, on a décidé de venir en France. Mais en France, on avait entendu qu'on pourrait trouver facilement du travail, qu'on pourrait changer de mode de vie. Et quand on est arrivé en France, ça a été le choc total parce que c'était pas ça qu'on avait imaginé la France. Je suis descendue à côté d'un terrain de Bourget, une grande bidonville de 500 et quelques personnes sur cette bidonville. Et donc c'était très difficile, il y avait de la boue partout, il y avait de la fumée partout, il y avait des rats qui marchaient partout. C'était très moche, cette image que j'avais vue. Et je me suis dit, c'est comme ça qu'on va vivre, c'est dans ces conditions-là que je vais vivre avec mon enfant qui avait à cet âge-là, à cette époque-là, elle avait 2 ans. Et donc c'était compliqué, c'était très difficile, je n'arrivais pas à m'habituer à rester là. Et j'ai demandé sans arrêt au chauffeur de me ramener de nouveau en Roumanie. Mais en fait, je n'avais plus d'argent pour retourner en Roumanie. Donc je devais payer le billet pour pouvoir retourner en Roumanie. Et c'était très difficile. Et au bout de quelques heures, 3-4 heures, en faisant connaissance avec les familles sur le terrain, avec les femmes, avec les hommes sur le terrain, donc le chauffeur, il était en train de voir s'il y a d'autres personnes qui veulent retourner en Roumanie pour ne pas retourner avec sa voiture vide en Roumanie. Et donc en attendant, j'avais vu beaucoup de femmes, on m'a offert du café, ils ont été très très accueillants. Et quand j'ai rentré dans la cabane, les cabanes, c'était waouh, c'était incroyable. C'était comme dans un appart. Il y avait la séparation, comme elle montre Sandrine dans ses expos. Il y avait la chambre, le salon et la cuisine. Et c'était bien aménagé avec des choses récupérées dans la rue. Donc il y avait des rideaux, des matelas, des tapis et plein de trucs récupérés. Et c'était bien fait. Et moi, je me suis dit, mais attends, ces gens-là peuvent vivre comme ça. Et ils avaient pas qu'un enfant. Ils avaient 3 enfants, 4 enfants. Il y avait des familles qui avaient 6 enfants et qui habitaient dans la même cabane. Moi, je me suis dit, mais moi aussi, je peux être forte et je peux vivre comme eux. Mais je peux changer aussi. Je peux faire en sorte à ce que je sorte de cette situation. Donc j'ai retourné vers mon mari et je lui ai dit, écoute, laisse le chauffeur partir et on reste ici. Mon mari, il a été étonné, je lui ai dit, comment ça tout d'un coup? On reste là et on essaye de sortir, on ne va pas se lâcher. Et donc on est resté sur ce terrain. Les 3 premiers mois, ça a été très très difficile parce qu'il faisait froid, on ne savait pas comment se débrouiller, comment se chauffer, on n'avait pas de solution, on ne savait pas comment faire l'argent, comment gagner notre vie. Et on a connu aussi les expulsions à 6 heures du matin, donc ça c'était les pires moments de ma vie, où la police venait le matin sans nous prévenir, sans nous dire préparez vos valises, on va vous expulser dans une semaine, dans un mois. Donc ils venaient directement comme ça, à 6 heures du matin, 5 heures du matin, et ils nous expulsaient, on se retrouvait tout le monde dans la rue. Et souvent, quand on se retrouvait dans la rue, il y avait beaucoup de voitures de police qui nous suivaient pendant tout notre chemin dans les villes pour ne pas s'installer sur d'autres terrains. Et la dernière expulsion que j'ai vécue, c'était à Saint-Denis. Et là, à Saint-Denis, il y a eu des voitures qui nous ont escortés, mais toute la nuit, de 19h jusqu'à 8h du matin. Ils nous ont escortés pendant toute la ville, de Bourget
Courneuve et Bobigny. Donc ça a été, jusqu'au Bobigny on est arrivé, ça a été très difficile, on a marché toute la nuit, on ne pourrait pas du tout se débarrasser de la police. On avait envie parfois de monter dans nos trains, mais on n'avait pas de billet de train, donc on avait peur d'aller prendre le train. Et finalement, c'est ce qu'on avait fait vers 8 h du matin pour pouvoir se débarrasser de la police. Donc ça a été des moments très difficiles. Et c'était le côté accueil de la part des familles qui ne nous connaissaient pas, qui venaient des autres villes de Roumanie, et qui nous accueillaient, et qui parlaient avec nous, et qu'on était tout le temps ensemble et soudés. Par exemple, quand il y avait quelqu'un, parce qu'il y avait des gens aussi souvent qui jetaient des cailloux sur les terrains pour nous menacer, c'était des habitants de quartier qui jetaient des cailloux, qui nous menaçaient souvent, qui vont brûler nos cabanes. Et souvent, on faisait la veille toute la nuit avec d'autres personnes, donc on faisait le tour pour surveiller le terrain, pour ne pas se trouver avec ce type des problèmes. Donc on était très soudés. Je me rappelle qu'il y avait deux côtés positifs au sein de notre communauté, c'est que tous les soirs on faisait la fête, tous les soirs on dansait, malgré la situation, malgré la fatigue, parce qu'on était fatigués, on traînait tous les jours dans les roues pour trouver de ferraille, pour trouver des choses à récupérer et les vendre. Et malgré cette fatigue, on avait aussi la force de danser, de chanter toute la nuit jusqu'aux 2 h, 3 h du matin. Donc c'était une bonne ambiance de côté au sein de la communauté. Et comment on est sorti de cette situation, c'est qu'une association, l'association 793, il y avait, à cette époque-là, elle était présidée par une dame qui était très très gentille. Je l'ai rencontrée en 2007. Et cette dame a proposé de scolariser ma fille. Mais moi, je ne croyais pas. Donc j'ai dit oui, je vais la scolariser. Mais bien sûr, j'aimerais bien qu'elle soit à l'école. Là, ça serait un rêve pour moi que ma fille soit scolarisée en France. Vous vous rendez compte l'avenir qu'elle va avoir si elle fait sa scolarité en France. Et au bout de 2-3 jours, quand elle arrive avec un cartable, je me rappelle ce jour, elle est arrivée avec le cartable dans les mains, et je me suis dit, c'est incroyable, c'est vrai. Elle avait raison, donc, et elle a tenu sa promesse. Donc elle avait déjà fait toutes les démarches de scolarisation, et le lendemain, on devait commencer le premier jour de l'école. Ça a été très difficile pour ma fille, qui s'appelle Daniela, parce que elle n'arrivait pas à se détacher de nous, de la communauté, des enfants de terrain. Elle n'avait pas l'habitude de voir autre vie, de voir autre personne qui parle pas la même langue. Donc ça a été très difficile, et tous les jours on l'a ramenée comme ça dans les bras à l'école. Et les gens de terrain, je me rappelle, parce que chez nous, quand un enfant, même quand il pleure, même quand il fait juste une petite blessure, on est très touché, on est très agité, très stressé. Et en fait, on nous traitait parfois, les familles sur le terrain, mais vous êtes fous, mais vous êtes des criminels, mais vous la ramenez comme ça à l'école, c'est pas possible, c'est ce que vous faites. Donc on nous critiquait parce que Daniela, elle pleurait tout le terrain. On entendait à 7 h du matin Daniela en train de pleurer dans nos bras, le fait qu'on l'a ramenée à l'école. Donc ça a été, on a passé 12 semaines très difficiles. Finalement elle a pris l'habitude, et le fait qu'elle ne parlait pas du tout français, les enfants de l'école ne parlaient pas avec elle parce qu'ils ne pouvaient pas jouer avec elle. Donc je voyais tout le temps par le trou de la porte de l'école, avant de la récupérer de l'école, je voyais tout le temps Daniela, elle ne jouait jamais avec les enfants. Elle gardait sa maîtresse par la main. Et c'était difficile, et je rêvais le jour de la voir avec des copines. Je rêvais le jour de la voir parler avec d'autres filles, qui que ce soit de n'importe quelle nationalité, qu'elle parle avec d'autres enfants. Donc pendant 12 ans, elle a été accrochée comme ça de sa maîtresse, et tous les jours, elle n'était pas contente d'aller à l'école, parce qu'elle me disait souvent, j'ai pas de copine, maman, personne ne joue avec moi parce que je parle pas la langue. Donc c'est des situations très difficiles. Et aussi quand on a rencontré cette association, et au bout d'un an de connaissance avec cette association, on est devenu très proche de cette association.
Cette association nous a aidé beaucoup à payer les tickets de transport, à faire les fournitures scolaires, les fournitures des vêtements pour qu'elles soient bien scolarisées, bien accueillies à l'école. Et en fait, un jour, cette association me propose, tout d'un coup, donc je n'avais pas de diplôme pour faire ce métier, j'avais juste l'école jusqu'à la 4e. Et en fait, elle me propose un jour de faire la médiation scolaire avec les familles des bidonvilles. Donc médiatrice scolaire, sans aucun diplôme, sans aucune expérience professionnelle, sans parler la langue française, donc c'était une chance pour moi. Je n'arrivais pas à croire que je vais avoir ce type de métier. Et j'ai commencé à travailler pour la 793. J'ai travaillé pendant 6 ans avec eux. Ça s'est très bien passé. Au fur et à mesure, avec le temps, j'ai appris à défendre comme cette association les personnes de notre communauté, les personnes comme ça en difficulté. J'ai appris à aider des enfants qui ont besoin de réussir, qui ont besoin de sortir de la précarité. Et c'est ce que nous avons fait à Montreuil lors du projet d'insertion Mousse, qui est là. On voit les caravanes là. Quand je suis arrivée en 2009, je suis arrivée à Montreuil. On a eu la chance avec une belle volonté politique. Je dis ça, belle volonté politique, parce que je dis que c'était très très courageux de la part de l'ex-maire de Montreuil, Dominique Voilet, qui avait mis en place un projet d'insertion, Mousse, qu'on appelle Mousse, et ça se traduit maîtrise d'œuvre urbaine sociale. Donc ce type de projet, pour ce type de projet, on peut bénéficier de 358 personnes roms de Roumanie qui ont pu bénéficier de ce type de projet. Et dans ce projet, il y avait de l'accompagnement socio-professionnel, l'accès à l'école, l'accès à la santé, à l'éducation et au logement. Et ça s'est bien passé. Moi, j'ai pu travailler comme médiatrice aussi sur un de ces terrains, donc le terrain de 89 Pierre de Montreuil. Et avec ce projet, avec ce travail qu'on avait fait, à la fin de ce projet, moi je me suis dit, il faut qu'on fasse aussi pour d'autres personnes le même travail. Donc j'ai appris depuis ce métier, j'ai appris à comment travailler aussi, même sans avoir une volonté politique. On peut aussi aider les gens. Il ne faut pas attendre tout le temps que ce soit des politiciens, que ce soit l'État qui nous paye des projets. On peut aussi le faire bénévolement, aider des familles à sortir de la précarité. Donc j'ai décidé à l'initiative toujours de Dominique Voilet de monter ma propre association Rome Réussite. Et Rome Réussite, on l'a appelé parce qu'on avait réussi avec le projet d'insertion Rome de Montreuil. Et c'est une belle réussite parce que ces familles-là ont trouvé leur place. C'est des familles qui travaillent, qui payent leur impôt, qui vivent comme toute autre personne ici en France normalement. Leurs enfants, au lieu d'être mariés à l'âge de 14 ans, 15 ans aujourd'hui, ils cherchent des stages, ils sont dans des lycées et ils n'ont pas les enfants dans les bras à cet âge-là. Et pour moi, c'est une fierté et c'était un super beau travail, une belle réussite, et c'est ce on doit faire aussi, on doit continuer ce type de projet. C'est pour ça que j'ai monté l'association. Mais avec cette association, on a pris en charge un groupe des familles, les 13 familles de 250 boulevard de la Boissière. On s'était dit on va les aider parce qu'ils n'ont pas été aidés et qu'ils avaient besoin d'un accompagnement socio-professionnel. Et donc on a mis en place un accompagnement socio-professionnel, mais qui n'a pas très bien marché parce qu'on n'a pas eu de volonté politique à côté. Donc même si on fait des associations, si on fait de n'importe quelle aide, si on n'a pas de volonté politique, on ne peut pas y arriver. Donc on a besoin de travailler politiquement et associatif pour pouvoir sortir de cette précarité. Et c'est pour ça que je vous dis aujourd'hui que je suis très contente de pouvoir vous exprimer, vous parler de notre parcours et de vous faire connaître toutes ces difficultés qui vivent les Roms. Parce que souvent on dit, c'est des familles qui ne veulent pas s'insérer, c'est des familles qui ne veulent pas sortir, ils aiment bien faire la mendicité, c'est des gens qui font les poubelles, c'est n'importe quoi. Mais il faut, avant de juger, il faut tout le temps chercher le pourquoi. Pourquoi c'est cette situation? Ces familles-là, les 358 personnes qui ont fait partie du projet de la Mousse, aujourd'hui ne font plus les poubelles,
ne font plus la mendicité. Ils travaillent parce que ça a marché, parce qu'on on leur a proposé du travail, des logements, et c'est fini. Ça, c'était au passé. C'est pour ça qu'on doit aussi savoir comment on peut réagir et par rapport aux préjugés et par rapport au fait, quand on critique, hein, il faut tout le temps se poser la question pourquoi ils sont dans telle situation. Voilà un petit témoignage de mon parcours et de notre travail. Merci beaucoup de votre accueil. Vous voulez dire combien de temps ça m'a pris pour travailler dans l'association? Ben, ça m'a suffi 1 an d'abord d'être connue par l'association, d'être en contact avec l'association. Et donc l'association m'a proposé ce contrat et donc j'ai travaillé pendant 6 ans pour eux. Ah, bien sûr, j'ai quitté cette association avec laquelle j'ai travaillé. Et le jour quand j'ai quitté, au bout de quelques jours, j'avais pris un travail à l'office HLM de Montreuil. Et au bout de quelques jours, je me suis sentie que il faut que je fasse quelque chose pour notre communauté, mais en dehors, bénévolement. Et donc j'ai créé l'association Rome Réussite, comme j'avais dit, à l'initiative de Dominique Voile. Vous avez dit au début comme quoi tout le monde vous regardait de manière que vous appréciez pas tellement, mais est-ce que maintenant ça a changé? Ça a changé beaucoup, énormément. Énormément, ça a changé. C'est pour te dire, je vous donne un exemple. Je me rappelle en 2008, c'était en 2008, on devait partir en Roumanie et à chaque fois quand on part dans notre pays, on achète plein de trucs pour tout le monde, pour tous les cousins, pour toutes les tantes, pour toutes les oncles, acheter des cadeaux. Donc on a voulu rentrer dans un magasin et on nous a jetés, mais comme des chiens. On nous a jetés de magasin parce qu'on était des Roms et on ne nous a pas laissé du tout acheter. Donc à cette époque-là, je ne savais pas beaucoup me défendre, je ne parlais pas très bien français, mais c'est juste pour te dire que c'était un très mauvais regard sur nous. Et aujourd'hui, ça a changé beaucoup et ça a changé énorme. Et ça a changé aussi pour ceux qui ont fait partie de ce type de projet et qui ont réussi à sortir. Et comment on fait pour avoir un terrain légal sans avoir peur d'être expulsé dans la nuit? Alors, les terrains, dans un premier temps, c'est difficile de les trouver. Et dans un deuxième temps, une fois qu'on s'est installé sur un terrain, au bout de 48 heures, il y a une procédure d'expulsion qui se met en place par la préfecture ou par le propriétaire, mais ça dépend. Cette procédure d'expulsion, parfois, dure entre 1 an et 6 ans. Parfois, elle dure 1 semaine. Donc, ça dépend de la chance, ça dépend des habitants. Ça dépend si le terrain il est à côté des bâtiments HLM, des maisons, des trucs pour que les voisins fassent des réclamations. Quand il y a des réclamations, le terrain il est expulsé très très vite. Mais quand il n'y a pas de réclamation, quand il n'y a pas de problème, on arrive à rester sur un terrain jusqu'à 5, 6 ans, 7 ans. Votre fille, elle est encore à l'école aujourd'hui? Oui. Et elle a quel âge? Aujourd'hui, elle a 15 ans, elle prépare son brevet cette année. Et elle a des copines. Maintenant, elle en a trop. Je vais revenir à propos des préjugés et du regard. Parce que Liliana dit que le regard, en fait, il a changé. Je ne suis pas aussi optimiste qu'elle. Même dans une ville où Montreuil a une population rome et est un peu habituée à avoir tout type de population, est une ville un peu arc-en-ciel, on n'a qu'à dire, ou une ville monde. Moi, j'ai vécu au moment de l'expulsion des familles, des achats dans des magasins qui étaient près de la mairie, accompagnés d'enfants roms ou d'une jeune fille rome, mais qui, elle, était à la rue. Et on s'est fait, alors qu'on ne faisait rien d'anormal, virer d'un magasin du centre commercial qui est devant la mairie. Et pour une autre fois, on s'est fait suivre tout le temps où on était dans le magasin. On ne nous a pas virés, mais on nous a bien surveillés au cas où ils auraient la main un peu leste, au cas où, voilà. Donc je ne suis pas aussi optimiste que toi pour dire que le regard a bien changé. Moi aussi j'ai vécu ça.
Moi, j'avais répondu par rapport à moi et par rapport à ceux qui ont sorti de la précarité, par rapport au changement, par rapport à, tu vois, comment on dit, l'aspect maintenant qu'on a. Moi, par exemple, comment on dit, j'en suis plus dans ce cas-là. Donc, on me traite plus comme ça parce que j'ai beaucoup changé, je parle bien français. Ils n'ont pas l'impression que je suis rome. Par où ils me voient, souvent on me dit que je suis un arabe, une algérienne, voilà. Mais pour les autres, ça n'a pas changé. Donc, j'ai pas parlé généralement, j'ai parlé de ceux qui ont sorti, ils n'ont plus de problème avec ce regard. Est-ce que je peux dire quelque chose? En tant que personne qui a découvert, pourquoi Liliana elle a un voile sur la tête? C'est traditionnel. Non, ne réponds pas. C'est traditionnel. C'est une tradition qui met laquelle? C'est sa culture. Tu veux répondre? De votre culture. Pourquoi alors elle a un voile sur la tête, Liliana? Parce qu'elle est mariée. Exactement. C'est pas parce qu'elle est croyante de quelque chose, c'est parce qu'elle est mariée. Et c'est pas la même raison que les musulmans. Voilà. Donc les gens, ils se disent, bah tiens, la voile sur la tête. Et la jupe longue, pourquoi? Parce qu'elle est mariée. Non. Ouais, C'est parce sa qu'il y a son culture. mari qui a le droit de voir ses chevilles. Oui. Voilà. Ouais, mais ça se recoupe. Mais le voile, c'est pas la même raison. Et donc les gens disent, ne savent pas, donc ils disent n'importe quoi. Moi, je vais juste vous raconter le coup Moi, c'est pas une expulsion, c'est la vie de tous les jours. Avec les gens avec qui j'ai passé quand même beaucoup de temps, j'ai pas été que dans le campement. Moi, j'ai pris le métro aussi avec eux. Et moi, ça m'était jamais arrivé quand je monte dans le métro, tout le monde descend pour remonter ailleurs. Ça m'a fait un grand choc. Ça m'a fait un grand choc aussi de me faire insulter par les fenêtres parce que simplement je marchais sur un trottoir. C'est des choses à laquelle je n'étais pas du tout préparée et que je n'avais même pas imaginé que l'homme était capable de faire. C'est des choses comme ça de tous les jours qu'on n'est même pas... Moi, je n'avais pas imaginé qu'on puisse vivre ici comme ça, en entendant des horreurs pareilles. On n'était pas dans des moments tendus de politique, on était juste en train de marcher dans la rue. Donc, c'est des choses... Voilà, des banales choses où en fait on peut tous changer un chouïa et sourire aux gens. Moi je dis toujours que j'espère qu'après avoir parlé avec nous, vous allez être au moins capable d'offrir un sourire à ces gens-là parce que c'est au moins ça ça suffit. Pas forcément d'aller donner plein de choses, mais un sourire, ça veut dire une acceptation. Voilà. Votre situation en Roumanie, elle est mieux que... Enfin, elle était mieux en Roumanie ou en France? Ben, comme j'avais dit, quand j'avais commencé à parler, j'avais commencé par ça, c'est qu'en Roumanie, c'est pas mieux. En France, c'est difficile, mais il y a quand même de positif au niveau d'associations. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup de personnes de terrain qui se mobilisent beaucoup pour notre communauté. Alors qu'en Roumanie, c'est très peu. C'est très peu de personnes qui se mobilisent pour notre communauté. Et en plus, on est plus discriminés dans notre pays qu'ailleurs. On est plus discriminés. Par exemple, j'avais mis en direct sur Facebook une expulsion de la place Jean Jaurès des familles qui ont campé devant la mairie de Montreuil cet été. Et j'avais mis en direct l'expulsion et j'ai parlé de l'expulsion des familles, donc j'ai expliqué. Et en fait, si vous voyez les commentaires en roumain, heureusement, il y a beaucoup de Français qui n'ont pas compris, mais il y a eu des centaines de commentaires en roumain. Il y avait un commentaire qui disait il faut les remettre dans des camps de concentration. Ils font un Hitler pour eux. Donc, j'ai des commentaires comme ça sur ma page, en roumain. Et c'est plus compliqué. En France, on n'a pas entendu ce type des commentaires. Peut-être qu'ils le font en cachette, mais pas comme ça publiquement. Mais les Roumains, c'est plus difficile qu'ailleurs. Vous êtes né en Roumanie, et pourtant c'est quand même pas le pays qui va vous accepter, qui va vous faire évoluer dans la société, parmi les autres, etc. Je suis née en Roumanie et même si le fait que je suis née en Roumanie, c'est compliqué quoi. Moi j'ai une carte d'identité romaine, donc j'ai une identité romaine dans un premier temps, et après par rapport à mes origines, mes cultures, il y a l'identité rome. Mais sur la carte d'identité, ça c'est pas écrit tzigane, rome, c'est écrit citoyen roumain. Mais il y a pour vous dire aussi, je veux parler un peu de
de la chute de Ceausescu. Avant la chute de Ceausescu, tout le monde était obligé de travailler en Roumanie. Donc tous les Roms avaient un travail. Mon père, il était chef de coopérative. Mes oncles travaillaient tous. Ils avaient un salaire. Tout le monde vivait bien, au moins, même si c'était pas vraiment, on n'était pas, notre pays n'était pas ouvert aux frontières, était tout fermé, on était tous fermés. C'est comme ça qu'ils vivaient Ceausescu et qu'ils nous avaient imposé. Mais avec la chute de Ceausescu, il y a eu beaucoup d'entreprises qui sont venues de l'extérieur, qu'ils ont acheté. Et donc, depuis, ça a vraiment descendu. Et même des Roms, ils ont perdu beaucoup leur boulot. Ça a commencé une grosse discrimination. Et il y a le problème aussi de corruption. Donc, l'Union européenne, depuis 2007, depuis l'entrée de la Roumanie et Bulgarie en Europe, l'Union européenne avait versé une grande somme d'argent à notre pays, pour notre population, pour ne pas se retrouver dans cette situation l'arrivée des Roms à l'étranger, la construction des bidonvilles et tout ça. Donc ils avaient prévu ça à l'avance. Mais en fait, le problème, c'est que nos députés, nos ministres, ils ont beaucoup fait de corruption. Et donc aujourd'hui, à cause de ça, à cause des problèmes des Roms surtout, on a 17 ministres en prison au jour d'aujourd'hui. C'était juste pour savoir, est-ce que les dessins que vous faisiez là, vous les faisiez au jour le jour? Est-ce que aussi votre travail, vous le considérez comme un travail artistique ou scientifique, puisque c'est un peu une monographie, quoi, donc c'est un travail bien localisé. Et est-ce que vous avez présenté votre travail après à la communauté Rome, comme ça, pour savoir la première question c'est est-ce que tu les as fait au jour le jour? Est-ce que tu les as fait au jour le jour? Alors, donc je les ai fait, donc je les ai fait en deux parties. En fait, au départ, alors je reprends au début, c'est un peu de temps, c'est la bibliothèque de la ville de Montreuil qui a voulu montrer l'intérieur d'un campement en Rome, justement pour faire un peu, peut-être prouver les préjugés. Il se trouve que je dessinais Montreuil et qu'ils l'ont su et que tout ça. Donc ils m'ont demandé d'entrer dans un campement, si j'étais d'accord pour montrer l'intérieur d'un campement. Donc j'étais partie là-bas pour 2 fois 3 jours, ou 6 jours. Et j'avais fait 10 dessins dans ce campement que je vous ai montré en premier, et les 5 autres là, avec là où j'ai rencontré Liliana. Donc il y avait 15 dessins. Après ça, il se trouve que dans un festival, j'ai gagné le prix du public avec ces dessins-là, qui ont enclenché la publication d'un livre. Et moi je me suis dit, là j'ai commencé à connaître des gens, et les gens me disaient viens dans le campement là, viens dans le campement là, viens dans le campement là. Et je me suis posé cette question, est-ce que je vais un petit peu partout butiner, ou est-ce que je me concentre à un seul endroit? Et j'en ai déduit qu'il fallait que je me concentre à un seul endroit pour montrer comment était un campement, pas des extraits de chaque chose, puisqu'en fait un campement c'est toujours un campement finalement. Donc je suis architecte d'intérieur, donc j'ai séquencé chaque endroit. Donc ah oui, voilà, je fais ça. Donc il y a un livre, et je ne vous le fais pas passer, mais il est dans votre bibliothèque. Donc si vous voulez le lire, regardez, il y a beaucoup plus de dessins que ce que vous avez vu. Il y a des écrits. Donc voilà, donc en fait j'ai fait en sorte qu'on voyage partout dans le campement. Alors est-ce que c'est artistique? Je ne prétends jamais ça. Je ne crois pas faire de l'art. Je dessine ce que j'aime, c'est-à-dire le patrimoine. Il se trouve que là c'est ça, d'autres projets c'est autre chose. Je suis issue d'un milieu social qui m'est resté très ancré en moi, d'un lieu de l'humanité, etc. Donc j'ai l'impression que tout mon travail tourne autour de tout ça. Mais voilà. Donc en fait, j'ai pas la prétention d'être artiste ou artistique, ni scientifique. Je témoigne d'un patrimoine. C'est bien ça? Ouais. Et la dernière, c'était quoi? Est-ce que vous avez présenté? Ah oui, alors voilà. Les dessins, donc je les fais tous sur place. Bon, debout, ça c'est un point de vue pour avoir une ligne d'horizon à une certaine hauteur. Et je les dessine à la plume et à l'encre de Chine et à l'aquarelle. Je les fais tous sur place. Voix qui veut. Ils étaient toujours à côté de moi, plus ou moins à côté de moi. Quand ils n'étaient pas là, je leur montrais après, etc. Et c'est surtout qu'en fait, chaque famille a dans sa baraque un livre, c'est celui-là.
Donc dédicacé en tzigane, à ma hauteur. Représentation de nous. Comment tu nous dis ça? Voilà, c'est à peu près ça. Nos représentations de nous, ben, à chaque fois quand on est, par exemple, quand quelqu'un a réussi, on l'appelle waouh, c'est une gadji, c'est un gadjo, waouh. Donc c'est une représentation, pour nous c'est waouh. Les gadjis, ils vivent bien et ils ont beaucoup de l'école, ils ont beaucoup des études, ils savent bien défendre leurs intérêts, leurs droits. Et voilà, donc on a ce regard. Mais on a aussi des familles qui ne veulent pas du tout être comme les gadgets, ils veulent rester au sein de la communauté. Ils ont peur, il y a une certaine peur aussi. Par exemple, moi quand je me retrouve maintenant au bout de 10 ans dans ce système administratif, politique, associatif, tout ce que vous voulez, quand je vois l'état des dossiers que j'ai maintenant, alors qu'avant je n'avais aucun courrier, aucune lettre, aucun papier. Donc je me suis dit, c'est trop là, c'est énorme. Donc il y a ce type de changement quand on change aussi, parce qu'on a une vie quand même, même si c'est difficile, parfois c'est facile au niveau de la communauté et au niveau on sent des familles où ils ne veulent pas changer, quoi. Donc il y a des familles qui veulent vraiment rester comme ça, mais il n'y a pas beaucoup, parce qu'ils disent que c'est pas bien. Ils veulent travailler, ils veulent sortir de la situation. Et comme ça ne marche plus, retourner en Roumanie, parfois ils se disent on est obligé de jouer le jeu, quoi. On est obligé de faire quelque chose pour changer les choses. Ils se retrouvent en France sans savoir lire. Et est-ce que tout simplement, c'est pas que la marche est trop haute et qu'on donne pas qu'il faudrait. C'est pas qu'ils veulent pas, mais ils veulent pas parce qu'ils peuvent pas. Tu vois ma question? Je ne peux pas parler que de positif sur notre communauté tout le temps, parce que tu vois, ça n'existe pas des forêts sans feuilles jeunes. Donc il y a dans toutes les communautés, il y a une certaine de population qui c'est des personnes qui ne veulent pas sortir, qui veulent peut-être, je ne sais pas, vivre de chômage, vivre dehors, ne pas travailler et tout ça. Il y a aussi dans notre communauté des personnes aussi comme ça. Mais il y a aussi dans notre communauté, je vous ai dit, il y a la peur aussi. Moi, j'ai senti une certaine peur de la part des familles de ce changement. Il y a la peur aussi que la femme, peut-être, je sais pas, va rencontrer un autre homme au travail, et il y a eu des cas où des femmes ont quitté leur mari parce qu'ils ont trouvé un gadjo, parce que, tu vois, il y a des situations comme ça où ça fait peur. Et il y a aussi ce type de situation où les personnes, par exemple, j'ai une belle-sœur qui ne sait pas du tout lire, elle n'a jamais été à l'école, donc on ne peut jamais, donc on essaie tout le temps de l'aider, de l'accompagner, de faire quelque chose pour elle, mais on n'arrive pas. Donc on avait trouvé plusieurs fois des postes de travail pour elle, et au bout de quelques mois, ils l'ont virée parce qu'elle ne sait pas compter les cartons, elle ne sait pas compter, elle sait rien faire, quoi. Donc c'est très difficile pour elle, comme tu dis, elle ne peut pas. Donc il y a des personnes qui ne peuvent pas, il y a des personnes qui ont peur aussi de ce changement. On a eu des cas où il y a même les filles, le fait qu'ils ont continué leur scolarité à l'âge de 17 ans, de 18 ans, ils sont partis avec un garçon, le papa n'a pas eu l'occasion de voir sa fille avec une robe mariée, parce que chez nous, une fois que la fille est partie toute seule avec un garçon, on n'aura plus le mariage, donc on ne peut plus le faire, c'est annulé. Donc il y a plusieurs types de situations qu'il faut voir et qu'il faut les comprendre. Pourquoi il y a ça? Je sais pas, j'ai pas compris. Ah, mais c'est une bonne proposition peut-être. Parce que oui, on a des fois par exemple on a des fois des besoins, des gens qui peuvent nous aider à remplir des papiers, des gens qui peuvent nous aider à remplir une demande de carte vitale, une demande de domiciliation, des trucs comme ça. Et ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup parce que beaucoup de familles ne savent pas lire et écrire, comme ma belle-sœur d'ailleurs, qu'on essaye tout le temps sans arrêt à l'aider, et que tous ces dossiers sont chez moi parce qu'elle ne peut même pas les regarder. Elle ne sait pas lire. L'âge, plutôt l'aspect, on n'arrive pas à donner l'âge exact de la personne. Du coup, les soins médicaux, tout ça, vous les avez, mais vous vivez à quel âge? Aussi,
Non, mais c'est une question d'être mais je ne sais pas vraiment comment on peut interpréter ça, mais c'est vraiment quelque chose qui je me posais la question, parce que vu que madame elle avait 50 ans, elle vivait beaucoup plus, je me demandais si elle vit jusqu'à 100 ans, ou je ne sais pas, j'espère pour elle justement qu'elle vivra encore longtemps, mais jusqu'à quel âge on peut penser? Quand des non-roms, des gadgets venaient vers toi, que tu venais d'arriver, te parlaient, essayaient de parler, etc., comment tu ressentais ça? Souvent, la première fois quand j'avais vu des gadgets qui venaient sur le terrain pour nous demander quoi que ce soit, pour nous proposer de l'aide et tout ça, pour moi c'était exceptionnel parce que j'avais vu des gens qui commencent à aller toucher notre situation, qu'ils essayent de nous aider, qu'ils nous proposent leur aide et tout ça. Mais c'était toujours difficile parce que même avec ces gadgets-là, quand on allait dans un service pour faire une demande de domiciliation par exemple, on n'était pas reçu tout de suite, on nous disait qu'il n'y a plus de place, ou il faut prendre un rendez-vous d'ici quelques semaines. Donc on ressentait un rejet, mais plutôt de la part des services municipaux, des services administratifs. On ressentait tout le temps un rejet, tout le temps on devait ramener plein de trucs alors qu'on n'avait pas. Tout ce qu'ils nous demandaient, on n'avait pas. Par exemple, parfois, on allait scolariser des enfants et en fait, normalement, on n'a pas besoin d'avoir une attestation de domiciliation pour scolariser un enfant en France. Donc la place de l'enfant c'est à l'école et c'est obligatoire. Donc on allait souvent scolariser un enfant et le problème, les services de l'accueil, dans un premier temps, ils changeaient de regard et d'attitude quand ils entendaient qu'on vient avec des familles roms. Et dans un deuxième temps, on nous demandait d'aller faire une domiciliation au CCAS, une demande de domiciliation au CCAS. Donc l'autre service qui s'occupe de ce type de documents. On allait au CCAS pour faire la demande de domiciliation. Le CCAS nous demandait, il nous faut une preuve de scolarité, un certificat de scolarité. Donc on ne comprenait pas, mais attendez, de l'autre côté on m'a demandé un certificat de scolarité, et là, pour scolariser, il me demande la domiciliation. Donc on nous baladait à droite, à gauche, pour faire en sorte à ce que les gadgets qui nous accompagnent baissent les bras, et c'est souvent que ça nous est arrivé ce problème. Et finalement, on se disait, les personnes qui ne savaient pas vraiment saisir le défenseur de droit pour faire ce type d'activité, ils baissaient les bras et ils ne donnaient plus de nouvelles à la famille parce qu'ils se disaient, mais j'ai pas de pouvoir pour les aider, je n'ai pas de pouvoir pour faire ces démarches. Donc, on sentait ce type de regard dans les services municipaux, dans les services administratifs, plus souvent que sur les terrains quand les gadgets venaient. Ça est déjà arrivé de vous faire agresser par des gadgets. Des gadgets, que ce soit en pleine journée ou pendant la nuit? Je vais parler, c'est la première fois que je parle de cette, comment on dit, de cet acte, de cet accident. En 2009, j'étais enceinte de mon deuxième enfant. Et j'ai sorti d'un terrain, j'avais fini l'inscription scolaire de 2 enfants d'un terrain à la Courneuve. Et donc j'ai sorti, mais les familles, on me disait souvent, quand on va chercher de l'eau dans le parc, il y a des jeunes de lycée qui nous agressent tout le temps avec des cailloux, avec des bâtons. Ils les attendaient tout le temps dans le parc. Il y avait un groupe de gens qui ne supportaient pas du tout que le terrain était à côté du lycée. Et donc ils étaient tout le temps agressés. Mais j'avais jamais vu comment c'est passé. Et donc je sors de terrain, il était 18h. Je sors de terrain et en fait, il y a des gens qui viennent vers moi et qui nous agressent, qui agressent les femmes qui étaient à côté de moi, et moi aussi j'étais enceinte. Donc j'ai dû, les gens dans la rue, ils ont dû appeler les pompiers, on m'a ramené à l'hôpital, il faillit que je perde mon enfant ce jour-là. Et j'ai vécu ça ça a été très violent parce qu'on m'a poussé par terre, on m'a donné une grande claque comme ça, avec des bouteilles de pierre. Ils ont jeté vers nous, donc j'ai été très très blessée. C'était en 2009. Et tu as bien fait de poser cette question, de pouvoir la exprimer. Est-ce que la situation des Roms s'améliore en France?
Si tu me posais la question en 2009, 2010, je pourrais te dire que ça améliore. Parce qu'il y a des projets d'insertion qui ont été mis en place. Parce que le projet d'insertion que je vous ai parlé tout à l'heure, il y en a eu aussi à Aubervilliers, à Saint-Denis, à Bobigny aussi. Donc il y a eu ce type de projet. Il y a eu aussi à Lyon, des projets comme ça, à Strasbourg. Mais au jour d'aujourd'hui, depuis 2014, ces types de projets ne sont plus mis en place et chaque élu, chaque personnage politique qu'on rencontre pour proposer ce type de projet, maintenant c'est les associations qui essaient de monter ce type de projet, donc c'est plus les mairies qui le font. Et donc ils nous disent tout le temps qu'il y a un problème de budget, il y a un problème d'argent et qu'ils ne peuvent plus. Ça y est, on a accueilli un certain nombre d'errants dans notre commune. Donc, on ne va plus faire ce type de projet. Donc, la commune de Montreuil, 100 000 habitants, 358 personnes qui ont fait partie de la mousse, c'était trop pour Montreuil. Donc, on ne peut plus accueillir, et aussi dans d'autres villes. Donc, c'est ce qui s'est passé avec le groupe des familles qui ont été expulsées. Ils n'ont pas voulu faire reconduire un beau projet comme celui des années précédentes. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, la situation des Roms, ça s'empire de plus en plus. Des fois, on a l'impression que les artistes, ils utilisent les situations. Comment tu as réagi quand tu as vu quand tu as vu Sandrine arriver avec ses aquarelles? Qu'est-ce que tu t'es dit? Je ne sais pas, quand je l'ai vue la première fois, je ne comprenais pas exactement ce qu'elle veut faire. Donc elle nous avait montré déjà un petit exemple noir et blanc. Je me rappelle que tu nous avais montré un peu, moi et Dan. Et il y avait les filles de Stana. Déborah, Tabitha, Estera, qui rigolaient beaucoup de c'est ce que tu vas faire et qui te demandaient souvent de les dessiner. Et on ne comprenait pas, mais il y avait aussi des gens sur le terrain qui pensaient qu'elle est envoyée par la mairie, qu'elle est payée, qu'elle fait ça, mais elle ne le faisait pas payant, tout ça au début. Et en fait, quand on avait vu les premiers dessins, ça nous a beaucoup plu. Et pour moi, ça m'a touché beaucoup. Et je me rappelle qu'on s'était regroupé beaucoup de personnes pour regarder les dessins et tout. On était contents de voir leur cabane, de voir leur extérieur de la cabane dessiné par Sandrine. Donc, je sais pas, pour moi, c'était des choses positives que j'avais vues au niveau de ça. L'exposition, à la base, elle était à la bibliothèque. Et le jour de l'inauguration, il n'y avait que Liliana qui était là, qui représentait les Roms, en fait. Et donc, il y avait 2 campements. Et moi, j'ai dit, on ne commence pas l'inauguration de cette exposition sans les gens concernés, qui n'osaient pas venir, en fait. Il a fallu les appeler, les mettre en confiance et les attendre. Et quand ils ont été là, on a commencé à parler, les discours, etc. Ça n'a peut-être pas grand-chose pour nous, entre nous, on boit un coup, on est content et tout ça. Mais moi, je trouve ça très irrespectueux que d'aller raconter tout ce qu'on avait vécu, que tout le monde se glousse de je sais pas quoi, alors que les gens concernés n'étaient pas là. Et en fait, quand ils sont arrivés, c'était la grande fête, ça a été la haie d'honneur, tu te rappelles de ça? C'était très touchant. Mais dans le campement, justement, en faisant un dessin, pas celui-là, mais un autre, il y a un monsieur qui s'énervait, et évidemment, moi je comprenais rien, je pouvais juste comprendre qu'il était très très énervé. Il criait de plus en plus, vu que c'était de plus en plus long. Et j'ai attrapé quelqu'un et j'ai dit, est-ce que le monsieur, il croit que je le dessine? Et il m'a dit, oui, c'est ça. Et j'ai dit, soit je te prête mon carnet et tu vas lui montrer, soit tu vas lui dire, soit il vient, mais il regarde qu'en fait, il n'y a personne sur les dessins. Et il s'est calmé dans la minute. Donc, à un moment, il faut savoir ce qu'on fait de l'image des gens. Et tu vas aussi de sortir de la précarité. Où c'est qu'ils vivent et qu'est-ce qu'ils gardent de la culture? Mais comme vous voyez, moi, par exemple, je vous donne un exemple de moi, après je vous donne un exemple des familles qui ont réussi. C'est que moi, j'ai sorti, mais je garde tout le temps mon foulard, ma jupe, j'en veux plus les enlever, j'en veux plus me retrouver avec les mêmes problèmes que j'ai vécu en Roumanie. Et donc ça se passe très bien, parce que même à l'OPH de Montreuil, par exemple, on est obligé de porter des chaussures
de sécurité et des pantalons. J'ai une paire de pantalons avec le logo de l'OPHLM, donc je ne l'ai jamais porté. Je leur ai dit, vous prenez en jupon foulard, sinon, tant pis pour vous, je ne prends pas le poste. Et ouais, c'est ça que je leur ai dit. Donc on m'a laissé comme ça, on m'a demandé au moins de prendre la veste sur moi, de l'OPH, de l'Office HLM. Et donc on garde notre culture, on garde nos traditions, les fêtes de Pâques, les fêtes de Noël, les fêtes de Réveillon, alors que c'est des grandes fêtes. Par exemple, dans les fêtes de Pâques, nous on fait pas avec des chocolats, on fait des gros tables avec le cochon, avec plein de légumes, plein de salades, plein de gâteaux, beaucoup. Donc on fait beaucoup à manger. C'est des grandes fêtes pour nous. Tu as l'impression que tu vas dans un mariage quand tu vas à la fête chez les Roms, la fête de Pâques ou la fête de Noël. Et on garde toujours ça, on garde on a appris tout récemment, ça c'est pas longtemps, on a appris à garder nos traditions de mariage, mais maintenant les mariages commencent petit à petit à se faire à 18 ans, à 19 ans. Donc on a eu tout récemment un mariage où les enfants avaient 19 ans et on était très contents et on a gardé la même procédure, les mêmes traditions, sauf que les enfants, ils étaient plus grands qu'avant. Au lieu d'avoir 15 ans, 13 ans, 14 ans, ils avaient 19 ans et la fille avait 20 ans. Elle était plus grande que le mari. Donc on garde bien nos traditions, on ne veut pas sortir de ça. C'est pour ça qu'on n'aime pas du tout le terme intégration. On préfère dire insertion, mais pas intégration. Voilà. Sandrine a dit que l'intérieur des logements était très souvent changé. Alors, est-ce que c'était vrai pour toi aussi? Et à ton avis, pourquoi, enfin, je sais pas, toute tradition a un peu une origine, pourquoi vous faites ça? Pourquoi c'est changé tout le temps chez nous? Mais tu as bien vu dans mon appart aussi, que c'est changé tout le temps, je change tout le temps mon appart. Donc même les amis de Daniela, elles viennent au bout d'un mois, au bout de 2 mois, elles disent mais t'as encore changé dans la maison, mais c'est incroyable, c'est waouh, c'est super et tout ça. On est habitué avec ça, donc c'est avec les expulsions, c'est avec le rejet de nos maisons, c'est avec le changement beaucoup souvent des maisons. Je sais pas, on n'est pas habitué, on peut pas s'habituer avec je sais pas. Quand on a un lieu stable, je sais pas, on a appris on doit changer, on sera pas là tout le temps avec le même arrangement. Et c'est ça qui nous fait qu'on change tout le temps dans la maison. Par exemple, la canapé elle est aujourd'hui là, dans cet endroit-là, dans un mois elle est dans un autre endroit. Donc tout le temps on fait ce changement et je me suis aperçue c'est à cause de tous ces changements. Moi, je n'ai changé depuis 2004 à 2017, 11 terrains, j'ai changé. Donc 11 cabanes, j'ai construit 11 maisons. On s'appelait Tigane avant la chute de Ceausescu. Après la chute de Ceausescu, on a eu un député, Rom, qui est toujours là, et il est député en Roumanie. Et il est député sur la cause des Roms. Lui, à la fois, il est Rom aussi. Et donc, lui, il avait trouvé que le terme tzigane, on disait avant, sur l'époque de la guerre mondiale, sur l'époque de Hitler, quand on nous a vu arriver dans les pays de l'Est, on nous a appelés tzigane, donc ça ressemblait au fait que donc tzigane, ça veut dire, ça se traduit, personne intouchable. Il ne faut pas le toucher. Il est sale, c'est un voleur. Et donc, ils les ont appelés tzigane. C'est ce qu'ils ont trouvé comme terme. Donc, cet député, il a créé une loi. Il a appelé les gens à voter. Il a appelé les Roms de Roumanie à voter. Et il a demandé à ce qu'on soit appelé Roms qui rassemble à la Roumanie. Donc c'est pour ça qu'on s'appelle plus tzigane. Je vous remercie beaucoup de votre accueil. J'espère que vous allez bien retenir tous ces témoignages. Le travail de Sandrine qui est excellent et j'apprécie beaucoup parce qu'elle met en pleine lumière notre existence, nos problèmes, nos difficultés que nous rencontrons au quotidien. Merci beaucoup Sandrine, on peut l'applaudir s'il vous plaît. Vraiment, c'est super.
Et merci à Monsieur Lourou, que je l'appelle mon Nicolas.